Bonjour tout le monde. Nous allons commencer donc une série de cours concernant la nouvelle version d'Oracle, qui est la version 19C. Et bien évidemment, donc, on ne peut pas parler du 19C sans parler de 12C. Donc là, vous avez une architecture multi-tenant, on va expliquer ça par la suite. Et nous allons voir dans cette série de cours donc, comment manipuler la nouvelle structure, l'architecture de base de données Oracle. Tout d'abord, on va parler des versions Oracle. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que la dernière version que nous avons vue ensemble, c'est la version 11G R2. 11G R2. Et avant cette version, il y avait 10, il y avait 9, il y avait 8, 7, 6, etc. 5. Et ce sont des versions qui contiennent une architecture un peu particulière. Donc, ça veut dire que chaque base de données elle est séparée à part. Chaque base utilise ses ressources mémoire, etc., qu'on va le voir. Après, donc, ils ont pensé à améliorer maintenant l'architecture d'Oracle et de faire sortir presque chaque fois une nouvelle version, des améliorations pour chaque version, pour que la mise à jour soit possible. Donc, à partir du C, l'architecture a vraiment changé. Il y a un grand changement. Donc, on ne peut pas parler d'aujourd'hui sans parler de 12C. Donc, la première version, c'était 12C qui a apporté beaucoup de modifications. On va les voir ensemble. Puis la deuxième version de 12C, qui est le 12.12.01, là c'est le 12.1.02. Et puis en 2018, c'était 12.12.0.02. Donc on a tendance à donner l'année à chaque version. Maintenant, on est à la version 19C avec 12.12.0.03. Je peux par exemple prévoir une séance pour la différence entre 12C, 18 et 19C. On peut faire ça après, mais rapidement. Donc vous pouvez savoir qu'avec 2C, déjà, on a la notion d'un conteneur de base de données. Un conteneur de base de données, ce sera l'objectif de cette série de cours. En 18C, on parle des nouvelles modifications aussi, par exemple au niveau de DataGuard, par exemple, des bases de données de secours, une amélioration au niveau des bases de données des secours et d'autres informations. Et dans 19C, parmi les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités, vous avez l'indexation automatique. Vous savez, dans le cas des bases de données, vous pouvez ajouter les index. Il faut les créer. Donc, dans le cas du 19C, s'il a besoin d'une index, il va l'ajouter automatiquement. Ça, j'ai juste quelques nouveautés. Mais la nouveauté, la grande nouveauté, c'est l'architecture à partir de 12C. C'est à partir de 12C. Bon, je vous rappelle l'architecture de la version 11G et les versions précédentes. On a déjà vu ce cours-là. Nous avons dit que chaque base de données elle a une mémoire SGA, elle a ses propres processus d'arrière-plan, ses fichiers, que ce soit les fichiers SPFile, les fichiers de données, les fichiers de contrôle, les fichiers log, etc. D'accord? Mais pour la version 12, 18 et 19C, nous avons ce qu'on appelle un environnement mutualisé multi-tenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une base de données qui va fonctionner sous forme d'un conteneur de base de données. On parle d'un CDB. Donc un CDB, c'est Container Database. Un conteneur de database, c'est une base, d'accord, qui contient d'autres bases de données. Ces bases-là, on les appelle les pluggable databases. Souvent, on les représente par un PDB, pour dire les pluggable databases. Et chaque pluggable database, il correspond à une base de données de la version 11G R2. On appelle ces bases de données maintenant les non-CDB. À chaque fois que je dis maintenant non-CDB, ça veut dire que c'est une base de données qui appartient à 11G R2. Les composants d'un CDB, de quoi est composé un conteneur, c'est important parce que c'est lui qui va gérer l'ensemble des pluggable databases. Il est composé d'un root, et le root contient
les métadonnées et les utilisateurs communs fournis par Oracle. On aura l'occasion de voir les utilisateurs communs et les utilisateurs locaux dans cette version qui est 18, 12, 18 et 19. Mais sachez que chaque base de données basée maintenant sur 19C, il doit contenir un root qui contient les métadonnées et les utilisateurs. Donc les métadonnées, ce sont les données sur les données des autres objets Oracle. Il contient un utilisateur commun, c'est un utilisateur de base de données connu dans chaque conteneur. Comme on va le voir dans le schéma, un utilisateur commun, c'est comme un utilisateur qui est global, entre guillemets, et qui est connu dans toutes les bases de données PDB. Le deuxième composant d'un CDB, c'est SID. SID, c'est une autre base de données, c'est une pluggable database, mais c'est un modèle. C'est un modèle qu'on va utiliser pour créer d'autres pluggable databases. Comme d'habitude, donc nous allons voir aujourd'hui les termes, les composants. On va voir comment faire l'installation, parce qu'il y a une petite différence au niveau de l'installation à partir de 18C. Et après, on va utiliser tous ces termes par la suite. Nous allons voir comment utiliser le SID pour créer d'autres PDB et ainsi de suite. Et puis, vous avez les PDB. Donc, chaque CDB contient un root, contient une base de données SID qui va servir de modèle. Et chaque CDB contient un seul SID, ou bien une seule PDB de type. Et puis, vous avez plusieurs PDB. Notez que vous pouvez avoir jusqu'à 252 PDB par un CDB. Donc, un conteneur de base de données peut aller jusqu'à 252 bases de données pluggables dans base de données. Une représentation graphique de ce conteneur. Donc, un conteneur est ici représenté par des pointillés, un conteneur de base de données, un CDB. Vous avez le root qui contient les métadonnées. Vous avez les sites, le site qui est notre modèle. À partir de ce site, on peut créer d'autres PDB. Il y a plusieurs moyens pour créer les PDB. On va les voir cette année. Mais sachez que le modèle vous permet de créer des CDB, des PDB. Et chaque PDB, c'est une base de données à part. Là, vous pouvez remarquer, c'est comme s'ils sont représentés par les clés USB. Hein? Ça, c'est parmi les nouveautés aussi du 12C, du 18 et du 19. Ça veut dire que vous pouvez ajouter ou bien retirer une base de données du CDB à chaud, hein, sans problème, à chaud. Tout ça, on va le voir. C'est ça, cette représentation de... Bon, j'ai fait attention, j'ai remarqué que il s'agit d'une clé USB. Donc, on peut retirer et ajouter. Hein. On peut même déplacer une base de données, une PDB, d'un CDB vers un autre, sans altérer le fonctionnement du CDB. Tout ça, ce sont parmi les avantages de cette nouvelle version. Voilà, donc les composants d'un CDB en détail. Ça, c'est le schéma que vous devez retenir parce que même maintenant, avec la version 19C, vous n'avez pas un schéma comme celle-ci. Donc, c'est le schéma proposé déjà lors de la version 12C parce que le grand changement a été effectué dans la version 12C. Donc, dans ce schéma qui contient les composants d'un CDB, on remarque tout d'abord l'instance. Bon, bien sûr, ce cours est destiné pour ceux qui ont déjà vu les bases de données Oracle en GR2 et les autres versions. Vous savez maintenant c'est quoi une instance Oracle. Une instance Oracle, c'est l'ensemble des structures mémoire représentées par la SGA que nous avons déjà vu, plus les processus d'arrière-plan, comme par exemple le log writer et database writer que nous avons déjà vu ensemble, plus le SP file. Le SP file, c'est le fichier qui contient les caractéristiques de l'instance, plus d'autres informations comme les chemins des fichiers de contrôle et les choses qu'on a vues ensemble. Et vous avez aussi le journal d'alerte. Le journal d'alerte, c'est un journal que l'administrateur doit consulter chaque jour parce qu'il apporte plusieurs informations sur le fonctionnement de la base. Et parmi les choses les plus importantes, déjà, c'est une copie du SP file. Chaque fois que vous démarrez la machine, il y a une copie du SP file qui est
gardés dans le journal d'alerte. Et nous avons vu dans les derniers cours, quand on a vu Oracle 11G, nous avons vu aussi qu'il garde une trace sur la suppression du tablespace, par exemple, hein, sur quand est-ce que la base est arrêtée, quand est-ce qu'elle est montée, etc. Donc d'autres informations qui sont importantes. Et puis il y a le wallet qu'on va les voir aussi par la suite. Tout ça, donc toute cette instance va gérer le CDB. Ça veut dire que le CDB va être géré avec cette instance. Ça veut dire que nous avons une seule instance. Bon, puis nous avons aussi un listener. Le listener, c'est un fichier qui recense l'ensemble des bases de données d'un CDB pour que vous permettez aux applications clients de se connecter. Et on aura un cours sur le listener. D'accord? Donc, ça sera la prochaine fois. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, la prochaine fois, on aura un cours détaillé sur le listener et sur le TNS name. Ce sont deux fichiers de configuration importants, hein, pour la base de données Oracle. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fichier? Comme j'ai dit, l'ensemble des bases de données. Parce que si vous avez une base de données Oracle installée dans un serveur et vous voulez vous connecter à cette base via un poste client, vous devez passer par le listener. D'accord? Parce que vous allez faire quoi? Vous allez vous connecter via une chaîne de connexion. Cette chaîne contient votre login, votre mot de passe. Il contient aussi la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. Donc, cette chaîne-là va contacter directement le listener. Dans le listener, vous avez le protocole TCP/IP, vous avez le nom du serveur, vous avez le nom de la base. Donc, si la base existe et si vous êtes vraiment authentifié comme étant un utilisateur valide, vous êtes connecté à distance. Nous allons voir comment faire ça donc, quand on passera au détail des cours. Donc, nous avons un seul listener et nous avons une seule instance. Maintenant, le conteneur, comme je dis, il contient le root, qui contient les métadonnées et les utilisateurs communs. Puis, nous avons le PDB seed. Comme je dis, c'est une base de données sous forme d'un modèle qui nous permet de créer d'autres bases de données. Il est composé des tablespace système et ses auxiliaires que vous savez déjà. D'accord? Donc, nous avons dit que les bases de données en GR2, chaque base contient un ensemble de tablespace. Et parmi les tablespace, vous avez le tablespace système, ses auxiliaires pour le fonctionnement de la base, et vous avez le tablespace temporaire, le tablespace applicatif, le tablespace undo. D'accord? Mais cette base de données qui se forme d'un modèle et qui contient un utilisateur commun contient le tablespace système, ses auxiliaires, plus le tablespace temporaire. Nous allons voir bien sûr en détail comment utiliser cette base de données pour la création des autres PDB. Et puis nous avons une série de bases de données PDB, donc 1 jusqu'à N, et j'ai dit donc qu'on peut aller jusqu'à 252. Parmi aussi les objets importants dans un CDB, c'est l'objet Database Link. Database Link, c'est un objet Oracle que vous allez créer comme les autres objets, comme les tables. Create Database Link, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une chaîne de connexion vers une base de données. Cet objet-là, il est souvent utilisé dans les bases de données réparties. C'est-à-dire comment je peux accéder à une table qui appartient à une base de données à distance. Là, vous devez avoir un objet de Database Link. Et ce sera l'occasion aussi de l'utiliser entre les plugibles database. Comment je peux accéder à une base de données, à un objet d'une base de données plugible, je parle ici de PDB, via une autre base. Là, vous êtes obligé de passer par le Database Link, c'est obligatoire. Et bien sûr, on aura l'occasion de voir ça aussi. Parmi aussi les objets que vous devez savoir, ce sont les utilisateurs. Les utilisateurs, bon, il y a une différence par rapport à la version en GR2. À partir de 2C, vous avez les utilisateurs qui sont communs et les utilisateurs qui sont locaux. Quand on dit local, cet utilisateur a le droit d'utiliser juste les objets de cette base de données. Mais quand il est commun, il peut manipuler toutes les autres bases de données. C'est pour cela que j'ai dit ici, donc dans cette diapo,
qu'un utilisateur commun est un utilisateur de base de données connu dans chaque conteneur. Et le conteneur, c'est l'ensemble des PDB. Nous allons voir comment créer ces utilisateurs. Ils sont souvent connus par les dièses, deux dièses, C, dièse, dièse. Aussi, parmi les nouveautés, ce n'est pas des nouveautés, mais on va la voir, elle est propre aussi à la version 11G, mais on peut l'utiliser aussi dans 2C. Ce sont la gestion des plans de ressources pour chaque PDB. Vous pouvez dire par exemple que j'ai besoin d'utiliser 60% de mon processeur pour le PDB 1 et je vais garder 40 pour le PDB 2. Tout ça, c'est avec les plans que nous allons voir soit dans ce semestre, soit dans le deuxième semestre. Et puis, nous avons ici les fichiers de root du CDB. Donc, faites la différence ici entre les objets. Donc, vous avez le CDB qui contient root avec ses fichiers, puis les fichiers du CDB, plus les PDB et ses fichiers, et plus le CID et ses fichiers. Là, je n'ai pas parlé des fichiers de PDB. Chaque PDB contient les utilisateurs communs et locaux, plus aussi quoi? Ses propres tablespace. Et qui dit tablespace, des fichiers de la base. Donc là, vous avez les tablespace système, c'est auxiliaires, les tablespace temporaires, un tablespace temporaire, plus, ça veut dire quoi ça? Application, plus le tablespace applicatif, parce que ces PDB ils sont destinés pour les applications. D'accord? Soit pour la production, soit pour les tests. D'accord? Là, vous avez besoin des tablespace applicatifs. Par contre, le CDB contient ses propres fichiers, tout d'abord, qui servent au fonctionnement du CDB, plus, voilà ce qui est important, plus les fichiers journaux à quoi? Log en ligne et les fichiers journaux et les fichiers du tablespace Indo. Bon, on n'a pas vu encore jusqu'à présent le tablespace Indo, mais je peux dire que, en résumé, Indo, c'est un tablespace qui contient toutes les modifications apportées à la base et qui vous permettent d'appliquer ce qu'on appelle les flashbacks. Nous allons voir aussi les flashbacks, c'est-à-dire comment je peux lire une ancienne information, comment je peux restaurer les anciennes transactions et d'autres choses qu'on va voir, le flashback table, le flashback drop, d'autres types de flashbacks basés sur Indo. Et vous remarquez que Indo maintenant appartient au CDB. Mais à partir de la version 12C, R2, la version 12C, chaque base de données peut avoir ses propres tablespace Indo. Ça, c'était la première version de 12C. Mais maintenant, chaque base peut avoir ses propres tablespace Indo et on va les voir en détail. Voilà en gros les éléments d'un CDB, 12C ou bien 18 ou bien 19C. Nous, on va travailler avec 19C. Et on va prochainement prendre chaque partie et la détailler comme d'habitude. On va aller voir les utilisateurs, on va voir le tablespace, comment gérer les PDB, comment se connecter à un PDB, comment se connecter à un CDB. Il y a une petite différence par rapport, bien sûr, à ce que nous avons déjà vu. Les avantages apportés par cet environnement mutualisé. Donc, je vais essayer de lire ces avantages-là, parce qu'ils sont importants. Donc, la réduction des coûts. Là, vous remarquez qu'il y a un partage du matériel et de la mémoire. Parce qu'avec les anciennes versions, chaque base de données a besoin d'une mémoire SGA. D'accord? Là, non. Vous avez plusieurs pluggable databases qui vont utiliser la même SGA. Mouvement plus facile et plus rapide des données et du code. Comme j'ai expliqué pour le pluggable database, vous pouvez plugger une pluggable database ou bien un plug, vous allez l'extraire de la CDB, d'accord, et l'insérer dans un autre CDB à chaud, sans altérer le fonctionnement de votre
base de données. Séparation des codes, des données et des codes. Même maintenant, regardez, là vous avez, on a un ensemble de PDB qui sont regroupés physiquement, mais chaque PDB imite le comportement des non-PDB. Ça veut dire que quand vous accédez à une pluggable database, vous accédez à une base de données non CDB. Ça veut dire quoi non CDB? C'est une base de données des anciennes versions. Maintenant, si vous avez une erreur, par exemple, au niveau d'une PDB, vous pouvez récupérer cette PDB sans altérer le fonctionnement des autres PDB. Voilà, donc on peut la récupérer sans toucher les autres, parce que si vous avez un problème au niveau du SPFA, ça est commun à tous les. Généralement, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes au niveau du SPFA. Les problèmes se passent au niveau des bases de données transactionnelles, quand vous avez beaucoup de transactions au niveau des bases de données. Maintenant, vous devez dire pourquoi on a besoin, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi on a cet avantage. Sachez que une base de données en G, dans une base, on peut avoir plusieurs bases de données. Par exemple, une base de données pour gérer, je dirais, les pharmacies, une pour gérer un autre service, et ainsi de suite. Mais quand la base tombe en panne, tous les services arrêteront de fonctionner. Là, je peux réserver chaque pluggable database à un service, par exemple. Et du coup, donc, quand une base de données tombe en panne, donc je peux la récupérer sans toucher les autres bases de données. C'est ce qu'on appelle séparation des données et de code. Facilité d'optimisation des performances. Donc, il est plus facile de collecter les indicateurs pour un CDB que pour un non-CDB. Regardez, il est plus facile de choisir la taille d'un seul SGA que de plusieurs SGA. Donc, si vous avez 10 bases de données non CDB, ça sera difficile à les gérer par rapport à si vous avez par exemple 10 PDB. D'accord? Voilà en général les avantages apportés. Donc, ce sont des avantages que j'ai trouvés dans la documentation d'Oracle, bien évidemment. Bon, bien sûr, donc on va voir tout ça en détail par la suite. Et maintenant, on va passer à l'installation. Donc, on va voir l'installation d'Oracle 19C sur Windows 10 64 bits. D'accord? L'installation a changé, d'accord, à partir de 18C. Premièrement, vous allez télécharger la version Windows, donc vous pouvez aller vers le site Oracle. Vous devez avoir un compte Oracle. Voilà, donc moi j'ai déjà téléchargé. Et on va extraire les fichiers. Ce n'est pas comme la version 11G et la version 12C. À partir de 18C, l'extraction de ces fichiers, elle appartient aussi à l'installation. D'accord, donc on va marquer une petite pause le temps que le fichier sera extrait. Bon, après l'extraction des fichiers d'Oracle 19C, vous avez maintenant un dossier. Ce dossier-là, c'est le dossier Home d'Oracle. Il va appartenir à l'installation. D'accord? Donc, on va l'appeler DB Home. Notez que j'ai créé un dossier 19C dans mon disque dur. Pardon, je dois renommer le dossier. Ce n'est pas le fichier zip. Voilà. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est le dossier Home d'Oracle 19C. C'est à partir de 18C qu'on a ce type d'installation. D'accord? Et vous allez voir que le fichier SPFile sera dans cet emplacement. Par contre, pendant l'installation, on va définir juste l'emplacement des fichiers de données. D'accord. Donc, une fois que vous avez renommé, donc vous pouvez donner n'importe quel nom, mais je préfère garder DB-Home pour dire que c'est le dossier Home d'Oracle. Et nous allons vers le fichier
Setup, et avec un bouton droit, vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur. D'accord, donc cet écran noir, donc il faut juste le réduire parce que je vais lancer l'assistant. Et là, on va faire ensemble l'installation. D'accord, donc créer et configurer une base de données mono-instance. D'accord, cette option crée une base de données de départ. Ça veut dire que vous avez le choix entre cette option qui permet d'installer les utilitaires Oracle plus la création d'un CDB, d'une base de données, ou bien configurer juste le logiciel uniquement. Parce que quand vous voulez installer Oracle, vous avez besoin juste d'une base de données. Après, vous allez installer la version cliente dans les autres machines. C'est la deuxième option. Nous, on va garder la première, bien évidemment, parce qu'on a besoin d'une base de données. Après le deuxième écran, étape 2, soit vous allez choisir classe bureau, et soit classe serveur. Bien évidemment, nous, on va faire l'installation dans un portable. Je vais installer Oracle dans mon portable. Donc, je vais choisir la première option. Pour la sécurité des données, vous avez 4 options. Donc, pour une sécurité accrue, vous pouvez choisir d'exécuter les services Windows à partir de ce répertoire de base de données. Soit vous allez choisir un compte virtuel, soit utiliser un compte existant de Windows. Je parle maintenant d'un compte du système d'exploitation. Soit vous allez demander que ce soit créé, soit vous allez utiliser un compte intégré. D'accord? Moi, j'utilise un compte intégré, mais je peux même demander ici la création d'un compte utilisateur. Je sais qu'il y a, j'ai déjà 2 comptes, mais je peux ajouter un autre compte. Et vous allez voir quand on aura besoin de ce compte. Bon, vous devez vous rappeler de ça. Database, je vais l'appeler SNIN. D'ailleurs, donc, voilà, ça c'est le nom de l'utilisateur qui va être créé. Le mot de passe, d'accord? Bon, vous pouvez choisir, vous, un compte intégré. Comme ça, il ne va pas vous demander pendant les opérations l'utilisateur. Suivant. Donc, on va passer à l'étape suivante. Donc, cette étape-là, elle est importante. Regardez, là, vous avez SO, c'est le software. Donc, où se trouve l'emplacement home d'Oracle. Et là, c'est le répertoire de base. Le répertoire de base, vous pouvez le changer, par exemple. D'accord? Là, vous pouvez ajouter le nom de votre utilisateur, parce que je suis connecté par l'utilisateur Icarbon, le nom de la machine. Moi, ce que je vais faire, je vais ajouter mon nom, par exemple. Snina. D'accord? Donc, par contre, faites attention à cette software. Le soft d'Oracle, c'est l'emplacement où vous avez extrait la version. C'est obligatoire. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de la changer. Après, donc, vous pouvez choisir l'emplacement des données. Les fichiers de la base. Les fichiers de la base de données, ce sont les fichiers de données, les fichiers de contrôle, les fichiers de log, Oradata. Donc, dans ce dossier-là, il va être créé avec SNINET. Donc, dans ce dossier Oradata, on aura un sous-dossier CDB, on va le voir. Et dans ce sous-dossier, on trouvera les composants dans le CDB, qui sont quoi? Les PDB, le SID et le root avec ces fichiers. Oui, bien évidemment, bien sûr, parce que vous avez cette possibilité, vous pouvez choisir n'importe quel emplacement. On va garder la version entreprise. Il y a standard, vous avez que 2. D'accord? Et pour l'Unicode, on va garder l'Unicode. Donc, je vais garder les valeurs par défaut. Et là, vous avez ces
ces trois options qui sont importantes. Le nom global de la base de données. D'accord? Le nom global, c'est le nom du CDB. Ou bien c'est le nom du non-CDB. Si vous avez décoché, là vous aurez une base de données en G. Ça ne sert à rien maintenant. Mais quand même, on va essayer de la créer après, hein, pour savoir comment je peux convertir une non-CDB à une PDB. À une PDB. Donc on va voir ça par la suite. Donc nous, on va garder les trois. Donc nous allons créer une base, un conteneur de base de données. C'est pour ça que je vais l'appeler CDB ou RCL. Le mot de passe, moi je fais toujours password avec P majuscule, $2 à la place de S, 0 pour O, et voilà. Et créer en tant que base de données de conteneur. Ça veut dire quoi ici? Vous avez une pluggable database. Là, regarde, il a proposé le nom ORCL PDB. Moi, je vais appeler ça PDB 1, parce qu'on aura 2 et on aura 3, etc. Donc, je préfère aller par C. C'est clair? Donc, cette étape-là est très importante. Déjà, vous allez choisir l'emplacement de l'installation. Il va vous proposer le nom de dossier Home d'Oracle et vous allez choisir l'emplacement des bases des fichiers de données. Pardon. Et puis, vous allez choisir le nom de votre CDB. Hein, on va dire ORCL. Notez qu'on aura besoin par la suite de créer un autre conteneur pour les simulations et on va lui donner un autre nom. Et puis, là, vous avez une seule PDB. Sachez qu'il y a un assistant qui vous permet de créer d'autres CDB, mais vous pouvez choisir plusieurs PDB. Donc pendant l'installation, vous avez le droit juste à une seule base de données PDB. Mais après, on peut ajouter avec l'assistant d'autres PDB, on va voir comment. Suivant. Voilà donc le reste, donc à partir de 5, je ne vais pas choisir l'option personnalisée, à partir de l'étape 5, on va choisir les autres valeurs par défaut, donc on va laisser l'installation. Voilà, c'est terminé. Donc, rendez-vous après l'installation. D'accord, donc en attendant l'installation qu'on a commencé, donc nous allons voir la suite. Donc, tout d'abord, après l'installation, qu'on va le voir, donc il y a des outils de cet environnement mutualisé. Toujours on a SQL+, on a Oracle Database Configuration Assistant, ça c'est important pour l'ajout des CDB et pour l'ajout des PDB, pour la gestion des PDB et des CDB. Oracle Enterprise Manager Cloud Control. Donc ça demande quand même des étapes pour faire l'installation. C'est l'interface graphique d'administration. Bon, on va essayer de voir est-ce qu'on peut faire ça dans le deuxième semestre. SQL Developer que vous connaissez déjà et l'Enterprise Manager Express. Là, vous avez l'Enterprise Manager Cloud Control. Et là, vous avez juste Enterprise Express. Et il vous donne donc après l'installation, il vous donne l'adresse URL pour y accéder. Bon, nous, on va utiliser surtout SQL plus comme d'habitude. Comme ça, donc, vous pouvez comprendre derrière l'interface graphique ce que vous avez. Quelles sont les tâches d'administration dans un CDB? Chose que vous devez savoir. Nous avons vu dans le cas de 11GR2 le rôle de l'administrateur, qu'est-ce qu'on peut faire. Là aussi, on a besoin de savoir les tâches dans le cas d'un CDB. Donc, comment gérer l'instance CDB, gérer les processus, gérer la mémoire, gérer la sécurité en créant les utilisateurs communs et les utilisateurs locaux. Ça, c'est ce qui est nouveau. Par contre, tout ça, on l'a déjà vu, à part nous avons vu comment gérer les fichiers de contrôle, les fichiers journaux en ligne archivés, aussi les tab space, les fichiers temporaires, mais aussi nous avons vu comment gérer l'OMF. Tout ça, c'est déjà vu dans le cas de 11G
R2. S'il y a des modifications, des nouveautés, on va les voir prochainement. Mais nous, on va insister surtout sur la gestion de l'instance CDB, plus la création des utilisateurs communs et locaux. Et, Inch'Allah, donc aussi, nous allons voir la gestion du Hindu qu'on n'a pas encore vu. Pour la gestion des CDB et PDB, nous allons voir en détail comment se connecter à un conteneur de base de données, comment se connecter à une pluggable database, gérer les utilisateurs bien évidemment, gérer le rôle aussi, gérer les database, et l'administration consiste à savoir comment se connecter, comment arrêter, comment faire monter les bases de données. D'accord? Et en plus de ça, nous allons voir toute une partie sur la création des PDB. Comment on peut créer des PDB, plusieurs moyens pour le faire. Et dans chaque séance, on va essayer de faire 2 exemples ou bien un seul exemple. Ça dépend des cas. Bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai prévu de voir avec vous quelques syntaxes. Le démarrage et l'arrêt d'un CDB, c'est l'équivalent d'un non-CDB. Donc, toujours la même instruction, shutdown immédiate et startup. Par contre, voilà la grande différence. Pour le démarrage et l'arrêt des pluggable database, vous avez quelques différences. Donc, là, vous avez connect système 6 et le nom de la base. Donc, c'est comme une base non CDB. Et vous êtes connecté en tant qu'administrateur. Configurer le TNS names, on va le voir quand on va voir Oracle. OracleNet, le listener. D'accord, ça sera la prochaine fois. Bon, on a presque les mêmes instructions. D'accord. Mais notez qu'une fois connecté à une PDB, il se comporte comme une non-PDB. Donc, une fois connecté, donc vous allez travailler avec cette base comme ce qu'on a déjà vu. Maintenant, pour les modifications, donc vous avez Alter Pluggable Database. Pour l'ouvrir en mode lecture et écriture, ou bien en lecture en ligne, ou bien en mode upgrade. C'est parmi les nouveautés aussi du 19C, ou bien pour la fermer. C'est parmi les nouveautés au niveau des instructions pour modifier une database. D'accord? Voilà, donc essayez de prendre note de ça si vous voulez. Le temps de voir est-ce que l'installation est terminée. Voilà, donc l'installation est terminée. Là, j'ai dit que vous avez le lien URL pour accéder à Enterprise Manager et Express. Voilà, on va examiner ensemble le dossier d'installation. Donc, regardez, nous avons choisi le dossier SNINEH, puis Aura Data. Et dans Aura Data, vous avez, ça c'est quoi? C'est le nom du conteneur. Et le nom du conteneur est représenté par un dossier. Quand on ouvre ce dossier, on trouve les objets, les composants, pardon, de CDB, à savoir une seule PDB, un modèle de base de données. On peut l'ouvrir pour voir. D'accord? Le tablespace, c'est auxiliaire au système plus tablespace temporaire représenté par ces fichiers plus une de. Nous avons dit qu'à partir de 2CR2, on a pour chaque base de données son propre tablespace une de. PDB, elle contient aussi ses propres tablespace temporaires, une do et utilisateur, mais il est préférable de créer vos tablespace applicatif. Puis maintenant, le CDB contient tout ça, plus fichiers de contrat, plus les fichiers log, plus ses propres fichiers. Voilà. Donc, après cette installation, prochainement, on aura besoin d'une deuxième PDB. Donc, je préfère aller vers un utilitaire aujourd'hui avec vous. Donc, allez, Oracle 19C. Et je vais lancer l'assistant de configuration de base de données. Cet assistant
vous permet de gérer les CDB et de gérer les PDB. Aujourd'hui, ça sera réservé pour la gestion des pluggable database. Je vais ajouter une autre PDB à notre CDB parce qu'on n'a qu'une seule. Après, nous allons voir comment créer une base de données. Quand on va ajouter un deuxième conteneur, on va voir ça. Comment configurer une base de données existante, comment supprimer une base et comment gérer les modèles. C'est presque les mêmes options qu'avant, mais sauf qu'ici, on a la possibilité de gérer les pluggable database. On va choisir cette dernière option et on va créer une base de données. On va ajouter une autre. Ou bien vous pouvez la supprimer, ou bien vous pouvez la déconnecter, ou bien vous pouvez la configurer. Mais pour aujourd'hui, on va faire juste l'ajout. La création, ça veut dire l'ajout. Regardez, il vous demande ici de sélectionner une base de données conteneur. À quel conteneur vous voulez ajouter cette base, cette pluggable database. Donc, l'assistant de database se connectera à la base de données à l'aide d'authentification basée sur le système d'exploitation. Ce n'est pas sur le site. Donc, je vais essayer de choisir suivant. Comme j'ai dit, donc c'est single instance. Voilà. Donc, soit vous allez passer par le compte utilisateur Windows, soit son compte utilisateur. Regardez, j'ai dit que le PDB seed, c'est un modèle qui sert à créer d'autres PDB. Là, vous allez créer une base de données, une pluggable database de données, à partir de quoi? Voilà. Vous avez soit à partir de PDB, soit à partir de la base de données que vous avez déjà. Comme j'ai dit, on va essayer de faire ça avec du code pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. On va le faire prochainement. On va créer une pluggable database basée sur seed et basée aussi sur une base de données existante. Nous, on va choisir le modèle. Même créer une base de données pluggable à partir d'une PDB déconnectée, on va la voir aussi dans les simulations suivantes. D'accord. Le nom du pluggable database. Je vais garder toujours comme j'ai dit, PDB, ça sera 2 pour nous. Le nom de l'utilisateur, c'est de l'administrateur, c'est obligatoire, donc il ne doit pas exister, donc on va dire admin A ou bien admin PDB2. D'accord, l'administrateur de PDB2 avec le mot de passe. Suivant. Voilà, donc vous allez créer un table space utilisateur par défaut. Est-ce que vous voulez ou pas? D'accord? Donc, créer un table space applicatif ou pas. Donc, soit vous allez décocher, soit vous cochez. Donc, si vous cochez, vous aurez un table applicatif. Mais je préfère que vous faites ça. Le type de stockage, on travaille toujours avec le système de fichiers. Il y a un autre type de fichier, c'est l'ASM. Donc, l'ASM, c'est un autre cours qu'il faut voir dans la partie DBA. C'est un autre type donc, qui se base sur les groupes de disques. Bon, ça, c'est un autre cours. Et voilà, maintenant, on a choisi le nom de la deuxième pluggable database qui va être ajouté à notre conteneur de base de données et terminé. Donc, regardez maintenant, il est ajouté, comme vous pouvez le voir. D'accord? Puisqu'on n'a pas opté pour la création d'un table space applicatif, donc il a créé juste les fichiers de données concernés. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps parce que c'est une base de données pluggable database. D'accord, donc je termine par une connexion à notre CDB et par l'affichage des PDB qu'on a. D'accord, la prochaine fois, comme j'ai dit, on va voir tout d'abord les listeners, OracleNet,
Après, on va passer aux autres éléments. Donc voilà, et il est connecté. Je vais lancer l'invite donc des commandes. Et là, je peux écrire maintenant SQL+, c'est un utilitaire qu'on va utiliser, /as sysdba. Là, vous êtes connecté maintenant à quoi? À la version 19C, qui est 19.3 de votre conteneur. Et on peut taper maintenant show les plugables database. D'accord? Quand on dit pluggable database, vous avez le site qui est en read only. Pourquoi? Parce qu'il s'agit juste un modèle qui va nous servir pour créer les autres bases de données du conteneur. Puis nous avons le PDB qui est en mode lecture-écriture et l'autre qui est en mode lecture-écriture. Là, on ne parle pas maintenant du mode open. Vous vous rappelez, on parle du mode open. Là, on parle de lecture-écriture ou bien en mode monde. On va le voir. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Voilà donc pour ce premier cours concernant tout d'abord un aperçu général sur les nouveautés de 2C jusqu'à 19C et plus l'installation du 19C et plus l'utilisation de l'utilitaire d'administration, l'utilitaire qui permet d'ajouter et d'administrer les plugables databases de données. Voilà, merci pour votre attention.